Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandre Zurcher. Salut Alexandre, ça va ? Salut Laurent, merci de me recevoir. C'est Alexandre est le cofondateur de Vintage Rides. Et comment tu le définis, Vintage Rides ? Écoute, on est organisateur de voyages en moto de caractère, donc sur des Royal Enfield dans 18 pays maintenant. Dans 18 pays. Vous étiez dans 11 pays quand on avait enregistré la première fois ? 11-12 pays, hein ? Ouais, ça devait être une douzaine de pays. Ouais, c'est ça. On ouvre deux destinations par an, donc ça colle à peu près. Voilà. On avait enregistré il y a 1 an et demi, début 2021, en mars-avril. C'était l'épisode 92 que je vous invite à écouter. L'histoire est passionnante. Je résume, tu pars en VIE, je dis pas de bêtises. Hein. Alors écoute, c'était quoi, 2005, je pars en 3e année d'études, dans le cadre de mes études, un échange universitaire. Je pars en Inde à 19 ans, donc l'objectif pour moi c'était de me dépayser au maximum. Donc je suis arrivé en Inde, j'ai eu la chance de monter derrière un ami à moto dans les montagnes, j'avais jamais fait de 2 roues de ma vie, et j'ai réalisé que ce que je cherchais pour cette année-là, c'était du dépaysement fort comme peut l'offrir la moto. Donc j'ai appris à faire de la moto là-bas, j'ai traversé le pays à moto, et suite à ça, j'ai monté l'agence Vintage Rides. 15 ans plus tard, donc 18 pays. En 2019, tu m'avais dit que vous aviez fait 5 millions d'euros de vente. Alors, c'était juste avant le Covid, nous on a enregistré après. Et ça fait partie des sujets que j'aimerais bien aborder avec toi, l'industrie du travel, comment elle est aujourd'hui, son état, et peut-être ce que tu vois pour les trimestres, semestres, années à venir. Tu as profité, toi, de cette période pour faire une grosse réorganisation du business. Tu as rapatrié une partie des équipes. Toutes les équipes ? Ouais, au final. D'Inde vers la France. Hein. Ouais, alors évidemment, il nous reste une grosse partie des équipes opérationnelles en Inde, sauf qu'on n'a plus de bureau. C'est-à-dire que la boîte, moi, je l'ai créée en Inde. Notre siège a été indien pendant 15 ans. Et avant le Covid, donc en automne 2019, on avait décidé de pivoter le siège de New Delhi à Lyon. Et de garder en Inde juste des fonctions opérationnelles pour faire tourner les voyages en Inde, donc avec une équipe de mécaniciens qui restait interne, etc. Alors on l'avait un peu abordé dans cet épisode, donc tu nous diras là où tu en es aujourd'hui. Ouais. J'aimerais qu'on parle de tes produits, puisque le persona, ton client type a un peu changé, en tout cas dans sa consommation. 50% des voyageurs qui partent aujourd'hui sur des destinations que tu n'avais pas avant le Covid. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut un peu se réinventer, se réorganiser en tout cas. Le local a pris de l'importance. Tu as l'académie, tu proposes des voyages en France, mais aussi moyen courrier. Oui. On en parlera. Tu as signé un super partenariat monde avec Royal Enfield. Oui, tout à fait. Alors, quand on avait fait cet épisode avec toi il y a 1 an et demi, j'avais peur de perdre un peu une discussion de passionnés moto. C'est pas vraiment le cas, c'est une discussion de passionnés de voyage et de découverte, déjà d'une part. Surtout, ensuite, j'ai reçu Hippon, j'ai reçu Alexandre Debanne, épisode que tu m'as présenté, épisode génial sur le raid Amazon. J'ai reçu encore un autre motard, je sais plus qui c'était, mais je sais que c'était le cas. Bref, et je reçois plein de messages sur LinkedIn. Mais là, on va parler du coup voyage et découverte. J'en étais à Royal Enfield, c'est une marque de moto historiquement indienne, laissée en Inde par les Anglais quand ils sont partis, qui fait maintenant, j'ai résumé, alors, je vois Alexandre qui secoue la main, je résume, qui fait plus d'1 milliard de CA, qui vend presque 1 million de motos par an, c'est une grosse... Exactement, porté par le marché indien, mais qui est en train de réussir son virage à l'international actuellement. Donc on en parlera. Et ensuite, on atterrira sur le futur. Comment est-ce que tu vois l'avenir de Vintage Rides, de ton industrie du travel et peut-être de nouvelles opportunités business. Avec plaisir. Autour du vélo. Voilà le teaser. Bref, très heureux de te recevoir. 2 ans de pandémie, pas mal de confinement. Nous, on a l'impression d'en être sortis depuis une bonne année et demie, d'ailleurs, quand on avait enregistré.
Moi, j'étais au Laos cet été qui vient de rouvrir. On est en 2022, hein, après 2 ans de fermeture. Toi, ça t'affecte tout ça? Oui, évidemment. La reprise dans le tourisme a été quand même assez inégale. Donc on a vu déjà, le tourisme domestique sur la France a très bien fonctionné. Les étrangers aussi sont venus en France cet été. Il y a des styles long courrier aussi qui ont bien marché, comme l'Amérique. Je pense que c'est des destinations qui rassurent. Les gens sont pas inquiets à l'idée d'y aller. La Thaïlande aussi, donc, a ramassé une bonne partie du business du tourisme asiatique. Alors la Thaïlande, sud-est asiatique. c'est en train de remonter. En tout cas, pour les voyagistes français, c'est en train de repartir. Mais c'est pas encore 100% gagné. Donc là, on attend beaucoup de l'automne et de l'hiver sur la Thaïlande. Ce qui a très bien marché cet été en Asie, c'est l'Indonésie. L'Indonésie a cartonné. Donc si tu veux, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même assez inégal. L'Inde, par exemple, commence à repartir. Ça a ouvert courant 2022. Hein. Donc, tu vois, c'est seulement hyper 2022. récent. Ouais. Et il y a des pays qui sont fermés encore, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le Japon est toujours Le Japon ouvert. vient d'ouvrir. Il y a une semaine, 10 jours là. Bon, ben voilà, c'est d'actualité. Donc c'est vraiment d'actu. Mais ça montre bien que la reprise a été assez inégale. Et sur l'Asie, ça a été difficile. Et du coup, difficile pour nous, puisque l'Asie, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc sur l'Inde, on va faire en 2022 à peu près 25% de ce qu'on faisait en 2019. Sur la Mongolie, qui est une de nos grosses destis, une destie qui est plébiscitée par notre communauté, parce que c'est vraiment incroyable. On a été pas mal affecté indirectement par l'évolution des prix de l'aérien. Et c'est une destie qui a été aussi un peu impactée par la guerre en Ukraine, vu qu'il y avait une des lignes qui passait par la Russie. Donc du coup, il y a eu des vraies conséquences pour nous en termes d'accessibilité de la destination et donc de volume. Donc sur l'Asie, de manière générale, la reprise est vraiment en dents de scie. Et comme tu l'as dit en introduction, c'est la raison pour laquelle, de notre côté, 50% de notre business opéré en 2022 est fait. On est en train de le faire sur des destinations qu'on n'avait pas au catalogue avant le Covid. Incroyable. Pour les acteurs du travel, du coup, ça nécessite beaucoup d'agilité, de flexibilité. Les pays ouvrent, ferment, les destinations, le prix de l'aérien évolue constamment. Oui, c'est sûr. Après, comme on se le dit aussi entre professionnels, c'est pour ça qu'on existe. C'est-à-dire que plus le voyager est difficile, plus voyager est incertain, plus les voyageurs ont intérêt à prendre les services d'un professionnel du voyage de manière à les informer et à gérer surtout les imprévus qui peuvent arriver. Donc nous, gérer les imprévus, ça c'est notre cœur de métier chez Vintage, donc habituellement plutôt sur le terrain, puisque quand on part sur des petites motos de caractère au bout du monde... Sur des routes, des pistes, pardon. Ouais, sur les pistes du bout du monde, hein, que ce soit sur les pistes himalayennes, dans les Andes, la Mongolie, on en a parlé. Des imprévus, ça arrive, on est habitué à les gérer. Et les voyagistes plus traditionnels, ils sont habitués à gérer les imprévus qu'il peut y avoir sur l'aérien, par exemple. Tu as vu des gens tomber autour de toi, des sociétés? Assez peu. Il y a peu d'agences de voyage finalement qui pour l'instant ont fait faillite. Alors ça commence malheureusement. Parce que la perfusion est finie, quoi. Parce que la perfusion est finie, même si elle n'est pas totalement finie, puisque le PGE se rembourse sur 4 ans, qu'il a pu être repoussé. Donc pour ceux qui l'ont pris en début de crise et qui repoussent encore, tu vois, ça peut encore durer, je pense, 3-4 ans potentiellement. Donc ça a énormément aidé pendant la crise. Je pense que on a été tous très aidés et on va évidemment pas s'en plaindre. Maintenant, tu as aussi eu des entreprises qui auraient pu faire faillite hors Covid, qui ne l'ont pas fait. Vu l'ampleur des aides qui ont été déployées. Et du coup, les qui faillites... Qui auraient pu ou qui auraient dû? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que c'est un phénomène qui transcende un peu l'industrie du travel. Hein. Ce phénomène d'entreprise zombie, il est connu. On a eu moins de faillites pendant la crise du Covid qu'en 2018-2019. Donc c'est pour le coup anormal. Non mais ouais, alors ça c'est un truc hyper intéressant que tu m'as dit quand on préparait l'entretien et que je n'avais pas en tête. En gros, il y a eu 30% de faillites en moins. Ouais, au moins. Sur la période. J'ai pas le chiffre exact, honnêtement, je veux pas te dire de bêtises. Bon, mais il y a eu moins de faillites pendant cette période. Non, mais significativement moins de faillites. Significativement moins de faillites pendant cette période de pandémie. Ouais. Ce qui est évidemment une bonne chose. Enfin, c'est pas une bonne chose. On remet pas en question le fait que l'État ait soutenu les entreprises et la croissance et l'emploi. Donc ça, c'est formidable. Mais du coup, ça maintient en vie potentiellement des entreprises qui n'auraient pas dû l'être. C'est un peu ça?
Oui, d'une certaine manière. Si on regarde d'un point de vue macro, évidemment, à l'échelle micro, c'est compliqué de dire que telle entreprise n'aurait pas dû rester en vie. Et en tout cas, c'est pas mon rôle de porter ce genre de jugement. Mais à l'échelle macroéconomique, un secteur, le marché de l'emploi a besoin d'un certain dynamisme. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des staffs qui restent dans des entreprises qui sont en très mauvaise santé et qui, hors aide de l'État, auraient fait faillite. Ça grippe aussi un petit peu la fluidité du marché de l'emploi. Hors aide et hors crise. Hors aide et hors crise. Ouais, c'est ça le point. Moi, c'est ce que je pense, oui. Vu qu'il y a beaucoup moins de faillites qui ont eu lieu. Donc, Et du coup, comment c'est un marché toujours tendu en termes d'emploi ? Ah oui. C'était le cas avant ? Alors, avant le Covid, le marché de l'emploi n'était pas particulièrement tendu. Sur l'industrie du travel. Sur l'industrie du travel. C'est jamais évident de bien recruter dans cette industrie parce que c'est une industrie de passion et c'est une industrie de service où les marges sont faibles. Et du coup, les grilles de salaire sont clairement pas parmi les plus élevées. Donc, ce qu'on dit souvent, moi, ce que je dis souvent aux gens que je rencontre, c'est parce que le travel attire. Vu que c'est une industrie de passion, beaucoup de gens sont curieux si tu vas potentiellement faire carrière dans le travel. Je leur dis toujours, il faut pas venir pour des questions d'argent. Si c'est pour gagner de l'argent, il faut aller dans la tech, par exemple. Ça paye super bien. La banque, la finance, l'assurance, même l'industrie paye mieux que le travel. Mais comme en plus, tu as une transformation du secteur et une digitalisation du secteur, c'est-à-dire que tu as des profils maintenant qui pourraient aller bosser dans le tech. C'était pas le cas avant, en plus. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. C'est sûr que si tu as besoin d'un CTO, c'est compliqué. C'est des choix à faire, c'est potentiellement des grilles de salaire qui vont être différentes au sein de la même entreprise en fonction de si c'est un profil typiquement développeur ou si c'est un profil métier. Mais c'est sûr que la bonne raison d'aller travailler dans le tourisme, c'est la passion. C'est la passion, c'est... Je veux que tu tournes un peu le micro, pardon. Très bien. Ouais. Non, très bien. C'est la passion, c'est le voyage, et ça, c'est la bonne raison de venir bosser chez nous. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que 40% des agences de voyage cherchent du monde, recrutent. Donc c'est qu'il y a un problème qui est majeur. À bon entendeur, salut, chers auditrices, chers auditeurs. L'industrie du travel recrute. Tu recrutes ? Nous, on recrute, entre autres. Tu recrutes quoi ? Qui ? Alors, de manière récurrente, on recrute ce qu'on appelle chez nous des coordinateurs de zone. Donc, c'est des gens qui ont fait, un BTS logistique ou une licence de tourisme, par exemple, et qui souhaitent rejoindre l'équipe pour assister l'équipe de vente et gérer tout ce qui est réservation sur place. Donc, ils travaillent avec des partenaires moto à destination, qui travaillent avec ce qu'on appelle des DMC, donc c'est des agences locales. Ça veut dire quoi, DMC ? Destination Management Company. Okay. Donc, c'est des agences locales qui réservent pour nous les hôtels. C'est un terme Vintage Rides ou c'est une industrie c'est un terme métier ? C'est un terme métier, ouais, excuse-moi. Destination Management Company. Ouais. Donc c'est ton interlocuteur local. Pour les agences qui sont à l'international. Alors, nous, on travaille avec... sur chaque voyage, tu as trois piliers. Le premier pilier, c'est notre tour leader. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. C'est des gens qui sont fidèles à l'entreprise, qui vont vraiment finaliser les derniers détails opérationnels avant le voyage et accompagner nos riders pendant le voyage. Après, tu as donc l'agence locale, le DMC, qui va réserver les hôtels, qui a des accords avec des hôtels et qui va coordonner, l'accueil des riders à l'aéroport, qui va envoyer un chauffeur, etc. Et après, tu as notre partenaire moto, donc qui lui est stratégique également, qui a nos motos. Alors, ça peut être un partenaire exclusif, ça peut être une filiale. On a des participations dans certains de nos partenaires moto qui nous donnent qui met à disposition le mécanicien pour le voyage, qui entretient notre parc, etc. Ok. Tu as pas profité de la crise, tu as réorganisé la boîte. Il se trouve que on parle de la pandémie ces 2 dernières années. On a enregistré il y a 1 an et demi, on en parlait un petit peu à l'époque. Pourquoi ce rapatriement de l'Inde vers la France des équipes ? Oui, alors ça, c'est une décision qui a été prise avant le Covid. Moi, au tout début, quand j'avais monté la boîte en Inde, je suis toujours très attaché à l'Inde, mais pour moi, c'était très naturel de garder la maison mère de la boîte en Inde, le siège en Inde. Je considère que l'Inde m'a énormément donné, m'a permis d'être entrepreneur, parce que l'Inde, c'est un pays dans lequel tu peux vivre avec très peu de ressources à titre personnel, et du coup, ça te laisse le temps d'entreprendre. Et donc, moi, l'Inde m'avait offert cette chance, et donc je voulais, entre guillemets, c'était naturel de garder le siège de la boîte en Inde. Ce que j'ai observé avec les années, c'est que quand tu scales ta boîte en Inde, à un moment, tu réalises que la complexité du pays est telle
que tu vas vraiment finir par être limité. Donc il y avait plein de choses. Déjà, la complexité juridique, administrative et juridique est très importante. C'est un pays d'entrepreneurs, l'Inde, ou pas ? Ouais, l'Inde, c'est un pays d'entrepreneurs, bien sûr. Ouais, l'Inde, t'as déjà, si je me trompe pas, je crois qu'une des plus grandes fortunes du monde, on a une fortune indienne, là, un entrepreneur indien qui a détrôné Bernard Arnault récemment. Donc je pense qu'il y a... Non, l'Inde, c'est un pays avec de grands entrepreneurs, mais aussi de tout petits entrepreneurs. C'est un pays d'artisans, de commerçants. Donc voilà, le gars qui tient le daba, c'est le boui-boui du coin de la rue, c'est un entrepreneur. Donc non, l'Inde, c'est vraiment un pays d'entrepreneuriat. Alors, j'ai envie de vous recommander un excellent épisode de podcast. Si vous parlez anglais, c'est un ami Rishad Mita, d'origine indienne, mais né, éduqué et entrepreneur français, qui me l'a recommandé. C'est The Knowledge Project, avec un entrepreneur qui s'appelle Kunal Shah, et il parle justement de la culture du risque en Inde et sur le 1,5 milliard d'habitants indiens. À la louche, pardon, j'ai pas le chiffre exact, mais il y a seulement une 30aine de millions, donc c'est vraiment pas grand-chose, de personnes qui ont placé de l'argent tu vois, sur des comptes. Alors ça peut être l'équivalent d'un PEA ou carrément en bourse, mais c'est une part minime. Et en fait, il fait le parallèle en disant qu'au final, cette culture du risque n'est pas si répandue que ça. Tout dépend après ce que tu appelles entrepreneuriat et ce que tu appelles risque. Tu vois, pour moi, le parallèle est quand même assez fort, non ? Ils ont ouais, sans doute. En tout cas, moi, la manière dont je perçois l'Inde, c'est quand même un pays d'entrepreneuriat, parce qu'un pays de commerçants et d'artisans, tu vois. Et je trouve de petits jobs, mais souvent, c'est des gens qui ont leur propre petit job, quoi. Donc, et leur propre petite activité. Donc moi c'est la manière dont je le vois. Après l'Inde, on pourrait en parler longtemps. C'est aussi un pays, tu vois, le système des castes, etc. Donc c'est pas forcément, t'es pas forcément prédestiné à changer de conditions et de situation. Donc, bon, c'est encore autre chose. Allez, on referme la parenthèse. L'Inde t'a beaucoup donné, mais le rapatriement des équipes. Ouais, je pense qu'à un moment, ça devenait compliqué. Déjà pour des raisons administratives, fiscales. Plus tu grossis, plus tu t'es confronté à des règles bureaucratiques astronomiques qui sont parfois contradictoires. Il faut énormément de staff pour pouvoir gérer un chiffre d'affaires finalement assez faible. Donc ça crée beaucoup de complexité managériale. Et c'est difficile quand ta clientèle est internationale et que tu as besoin de staff international de fidéliser les gens sur l'Inde. C'est assez dur parce que à la fois c'est une vie géniale, moi je l'ai adoré, on a plein de collaborateurs, plein d'anciens de chez Vintage qui ont adoré la vie qu'on avait à New Delhi. C'est rock'n'roll, mais c'est fatigant. Et donc à un moment, je pense que pour stabiliser les choses, il était important de rapatrier la boîte en France. À Lyon, pardon, c'est là que tu as posé tes bureaux. Et du coup, le staff aujourd'hui, on est en 2022, c'est le staff d'avant, il y a eu un renouvellement Ouais, alors on a eu un renouvellement total de l'équipe, ou quasi total. On a une collaboratrice qui était là avant 2019, qui est encore parmi nous, une indienne d'ailleurs, qu'on a fait revenir dans nos bureaux lyonnais. Donc ça c'est sympa. Donc le bureau, lui, a été vraiment quasiment totalement renouvelé. On parle du staff siège. Du staff bureau. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça a été un énorme challenge. Donc c'est 2 raisons. La première raison, c'est déjà le pivot. Hein. C'est un pivot fort pour partir de Delhi pour aller à Lyon. Il y a des collaborateurs qui s'étaient engagés pour accompagner cette transition, qui avaient envie d'accompagner cette transition quelques années, qui l'ont fait, et puis qui sont arrivés aussi en fin de cycle en me disant voilà, j'ai accompagné la transition, maintenant il est temps pour moi de partir. Donc ça, c'était un des éléments. Et l'autre élément, c'est que le Covid a complètement percuté l'entreprise en pleine transition, et on a dû évidemment serrer les vannes. Donc ça a eu un impact fort sur notre organisation, et c'était difficile à gérer. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que la nouvelle équipe est super engagée, passionnée, et relève les challenges. Moi, la question que j'ai envie de te poser du coup sur cette période de transition, mais surtout ce renouvellement complet des équipes au siège, comment tu gères l'ADN, la culture, la marque, l'histoire C'est une super question, c'est pas facile. C'est pas évident, tu vois, de maintenir cet ADN qu'on avait en Inde, qui était au-delà en fait qui allait au-delà de simplement nos voyages.
Donc, la première partie, c'est les voyages, c'est les produits qu'on commercialise, qu'on organise. Donc là, on essaie de recruter des gens qui sont passionnés d'aventure. Ça, c'est très important pour nous. Donc, des gens qui aiment la prise de risque, qui aiment la poussière, qui aiment la bécane. Au siège. Au siège, Ouais. ah ouais, c'est important. Ça, Du coup, c'est quoi le type de questions que tu as à ton entretien? C'est quand la dernière fois que tu es parti à l'aventure? Est-ce que tu as le permis moto? Quel est le voyage que tu préfères sur notre site web? C'est génial, Donc, un entretien d'embauche où on parle voyage, quoi. Ah bah ça, c'est la base. Non, mais c'est la base. Et puis, comme je te le dis, à un moment, il faut être clair. Dans le travel, on ne va pas attirer avec les salaires. Donc, à un moment, il faut que la culture d'entreprise soit axée sur la passion. C'est essentiel. Tu vois, là, on a organisé un week-end avec notre communauté sur un festival qui s'appelle le ACES Experience. C'était là en juin. Le AC? ACES Experience. Ah, comme des as? Aces. Ouais, ok, ACES pardon. Experience. Et on avait fait un camp à l'intérieur de l'événement avec notre communauté. Et on avait plein de nouveaux là en septembre et on s'est dit on y va tous, quoi, ou quasi tous. On avait une partie de notre équipe qui était sur un autre festival, mais on était une grosse dizaine à profiter du festival moto, à accueillir notre communauté. Ça c'est, je pense, une manière de recréer l'ADN et la passion, quoi. C'est partagé autour du voyage et de la moto. Après, ça a l'air très très cool. Pardon pour vous, chers auditrices, auditeurs qui aimez bien le deux roues motorisé. aces-experience.com, c'est le Nature Riding Festival, le festival de rouler dans la nature, quoi. Ok. Du 9 au 11 septembre 2022, ça vient de se finir. Okay. Ouais, ça vient de se finir. Et nous, on organise un camp qu'on appelle le Good Ride Camp, au cœur en fait de l'événement, où on propose, tu vois, c'est une formule associative, quoi. C'est pas quelque chose qu'on... Et du coup, tu as réussi à garder ton ADN et ta culture dans ce renouvellement complet? Enfin, tu es satisfait de l'ADN et la culture aujourd'hui? Ouais, j'en suis satisfait parce que l'équipe est super engagée et je pense est venue chez nous pour les bonnes raisons. Donc ça c'est très bien. Maintenant, on continue à réfléchir à comment muscler encore, tu vois, cette culture d'entreprise. Et ça passe aussi par des échanges réguliers avec nos tour leaders qui représentent aussi le terrain, l'ADN de la boîte, l'histoire de la boîte, des échanges réguliers avec nos riders. Donc, on a fait entre autres, tu vois, typiquement sur ce ACES Experience où la communauté était là. Et c'est marrant parce que tu as des nouveaux dans l'équipe qui rencontrent des vintage riders qui ont fait 5 voyages. Et donc c'est cool aussi, tu vois, c'est une manière de transmettre où c'est presque ta communauté qui transmet à ton équipe. Donc, Et les équipes terrain, elles, sont les mêmes pour les pays qui n'ont pas fermé? Oui, alors déjà, on a des équipes terrain qui bougent de pays en pays, notamment les tour leaders, pour certains. Okay. Il y en a là qui sont dédiés à un pays, il y en a qui bougent de pays en pays. Et sinon, oui, on a réussi à garder nos mécanos, nos partenaires moto en partie, et nos tour leaders. Et ça, c'était essentiel, parce que autant pivoter le bureau, ça a été difficile, quoi. On a beaucoup bossé, quoi, quand même pendant ce Covid. L'équipe a été vraiment engagée. On a fourni beaucoup de travail. Autant renouveler le terrain, je pense que ça aurait été encore plus difficile. Parce que c'est sûr que la satisfaction, quoi, la qualité d'un voyage vient vraiment de la qualité de la prestation que tu offres sur le terrain. Et là-dessus, on est resté très solide. Nos tour leaders, qui sont des vrais passionnés, sont très fidèles, adorent leur job. Et donc, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous à la reprise. Nos mécanos aussi, nos partenaires moto aussi. Donc ça, c'est très positif. Partenaire moto sur l'essentiel des destis. Il y a quand même un job de rêve, mais pour ça, pour le découvrir, il faut écouter le premier épisode l'épisode 92 avec Alex de Vintage Rides. Qui est le mec qui ouvre le pays, donc le tour leader, hein, c'est ça? Ouais, c'est les tour leaders qui font les repérages pour lancer les pays. Ouais. Donc on décide de se lancer, admettons, je sais pas, la Mongolie ou le Rwanda, va sillonner les routes pendant un mois, trouver les beaux coins, les bonnes routes, les beaux hôtels. Exactement, ouais. Exactement. Très bien, ça me permet d'enchaîner un peu sur le sujet de tes produits. Tu me l'as dit tout à l'heure, 50% des voyageurs qui partent aujourd'hui. 50% des voyageurs, de tes voyageurs, partent sur des destinations qui n'existaient pas avant le Covid. Oui, tout à fait. Qu'on n'opérait pas avant, avant le Covid. Ouais. Okay. Il y avait le Maroc qui était déjà bien avancé. On avait fait le repérage, etc., mais on n'avait pas encore opéré. Et donc aujourd'hui, factuellement, 50% de notre volume est opéré en 2022 sur des destinations qui n'existaient pas en 2019. Donc c'est un pivot qui était quand même fort. C'est quand tu prends du recul...
moi, je réalise qu'on a vraiment d'un côté pivoté complètement le modèle organisationnel de l'entreprise. On était un TO local qui s'internationalisait, donc on était sur un modèle un peu hybride, basé en Inde. On est devenu un tour opérateur français, organisé comme tel, avec une équipe basée à Lyon. Et de l'autre côté, on avait 100% de notre business qui était long courrier. Aujourd'hui, on a 30% de notre business qui est court et moyen courrier. Et les 20% restants sur les nouvelles destis, on ne les opérait pas. Par exemple, la Tanzanie, c'est une nouvelle destination. Vous faites la Tanzanie ? Ouais, on fait la Tanzanie, rouler avec les girafes et tout, c'est un truc de dingue. Donc, mais alors, t'as pas le droit d'entrer dans les parcs ? Dans certains parcs, tu peux rentrer. En moto ? Dans certains parcs, tu peux rentrer, mais bon, la faune n'est pas que dans les parcs naturels, en fait. Non, et donc, en fait, on prend des pistes et on roule sur la piste. Et c'est assez incroyable. En tout cas, on a un très très bon taux de satisfaction sur les voyages en Tanzanie. Et on a lancé aussi l'Argentine. Là, on vient d'ailleurs de lancer notre film qui s'appelle Ride to the Moon sur notre chaîne YouTube et qui plaît beaucoup. Donc, on est très contents. C'était pas mal de boulot, ce film et ce lancement en Argentine. Et en tout cas, ça plaît à la communauté. Je lis... LIE, pas LIS. Je lis le 50% des voyageurs partent sur des destinations que tu n'avais pas avant le Covid. On a complètement renouvelé les équipes. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, il faut s'approprier des anciennes destinations pour les nouveaux arrivés, donc des liens avec les tour leaders. Mais pour les nouveaux pays, au final, tu repars. Il n'y a pas cette dette, disons, de savoir et de culture à s'approprier sur une destination. Non, ma question, tu m'as compris. Ouais, j'ai compris ta question. Non, parce qu'on l'a recréé ensemble. Ouais. Après, tu as quand même des méthodologies et un savoir-faire qu'on a dû repartager avec toute la nouvelle équipe. Maintenant, c'est sûr que la connaissance d'Esti, on l'a créée ensemble sur ces nouvelles destinations. La connaissance destination. 30% de tes clients partent sur du court ou du moyen. Avant, c'était 0. Avant, c'était 0, en fait. Ouais. Ça vient de toi ou ça vient d'une tendance marché de se dire je vais partir plutôt à 3 heures de vol ou 3 heures de route ou 3 heures de train d'ailleurs pour la France que... Ouais, c'est un sujet évidemment. Hein. Là, tu soulèves en fait le sujet de l'empreinte carbone. Et est-ce que l'empreinte carbone de ma clientèle aujourd'hui impacte vraiment leurs choix ? Pas encore. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit une question de CO2. Voilà. Par contre, je pense que c'est juste une question de produit qui leur plaît. Voilà. Donc, en France, on a monté donc cette académie où c'est des longs week-ends de 3 jours où la première journée, tu vas te perfectionner avec un initiateur, un instructeur certifié tu vas apprendre vraiment à comment bien rouler sur du chemin, sur du tout-terrain, mais très accessible. Notre philosophie, c'est vraiment le voyage moto, mais le voyage moto accessible. La moto est un prétexte pour aller découvrir des endroits vraiment perdus au bout du monde. Ou beaucoup plus près de chez nous, comme dans le Beaujolais, donc pour cette académie. Donc tu te perfectionnes pendant une journée, puis après tu vas mettre en pratique sur un itinéraire très facile qui mixe petits chemins de forêt et départemental. Donc ça plaît beaucoup. Ensuite le Maroc, qui est du moyen courrier, qui rencontre un vrai succès. Et parce que tu peux le faire sur une semaine finalement, c'est moins loin. Du coup, une semaine, c'est moins cher que 15 jours. Et en une semaine, tu as quand même un vrai dépaysement. Tu traverses l'Atlas. C'est un très beau voyage. Après, la question du carbone, je pense qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'impact. Par contre, elle a un fort impact sur mes convictions d'entrepreneur, sur personnel, les convictions aussi des gens de l'équipe. C'est-à-dire que, et je pense aussi de la communauté, c'est pas parce qu'on continue à voyager qu'on est insensible à la question du carbone. Et dans cette dynamique-là, j'anime un petit groupement d'agents de voyage sur le sujet du carbone, ne serait-ce que pour commencer à y réfléchir. Et c'est une question qui est complexe, qu'on approche avec beaucoup de modestie, beaucoup de pragmatisme, parce que d'un côté, je pense qu'il est un peu facile d'oublier ou de caricaturer le secteur du voyage et de le résumer à une empreinte carbone. Le travel, et notamment l'aérien, l'aérien, c'est 3% des émissions mondiales de CO2, donc c'est important. Mais le secteur du tourisme, c'est aussi 10% du PIB mondial.
et qui a un vrai impact, notamment sur des pays en voie de développement en termes économiques. Quand on a vu le Sri Lanka, qui a traversé une crise majeure, a été très impacté par l'arrêt du tourisme. Donc, c'est pas juste acheter des souvenirs à destination. Oui, et je ne veux pas dire de bêtises, mais le Sri Lanka, au premier semestre, il y a une grave crise politique. Donc, ah oui, absolument. Baisse du tourisme, accroissement de la pauvreté potentiellement, et du absolument. chômage, et crise politique ensuite. Manque de il y avait un problème de devises. Ouais. Donc c'est des engrenages qui peuvent être compliqués. Et donc, en tout cas, le secteur du voyage a un vrai poids économique qui est important pour de nombreux pays en voie de développement. Et de l'autre côté, il y a un enjeu de carbone qui est colossal et qui est très important, je veux dire, pour tous les secteurs, le tourisme y compris, notamment sur la question de l'aérien. Et donc là, nous, un peu la première conclusion à laquelle on est arrivé avec ce petit groupement, c'est déjà, en fait, il faut approcher le sujet en 3 étapes, qui est une recommandation un petit peu classique. C'est d'abord, il faut calculer, prendre conscience, en fait, de quel est notre impact carbone. Ensuite, il faut voir quels sont les leviers pour le réduire. Et si on ne peut pas réduire, il faut voir si on peut éventuellement investir dans des projets de captation carbone pour atténuer finalement l'impact final de l'agence. Donc on travaille pas mal là-dessus. On a développé des calculateurs agence, calculateurs voyageurs. Comment il s'appelle ce groupement ? Alors c'est un groupement informel fait d'agents de voyage, mais on est une petite dizaine d'agences là à bosser vraiment sur le carbone. Pour te donner des acteurs un peu connus, tu as par exemple le cercle des voyages, Asia. Après il y a des plus petites agences comme Family Twist. Donc on est une dizaine. Et on réfléchit à comment avancer de manière pragmatique sur la question. Et parce que notre conviction, c'est que oui, il faut qu'on réduise notre impact carbone, et en même temps, il y a aussi des externalités positives importantes à notre activité, que ce soit purement économique, que ce soit aussi en termes de philosophie. Je pense qu'on oublie parfois un peu vite que le tourisme, c'est aussi le dialogue entre les civilisations. Et je pense qu'aujourd'hui, le dialogue, on en a bien besoin. Donc on continue à faire notre métier avec passion, mais on le fait pas avec des œillères. On devrait s'arrêter là-dessus. C'était pas mal. C'était pas voulu, par contre. Tu l'as déjà utilisé ou tu viens d'improviser là ? Non, c'est spécial pour toi. Avec passion, mais pas avec des œillères. Tu sais quoi, c'est ton slogan. Ouais, ça marche. Voilà. C'est une catchphrase. Ça va être le slogan de notre groupement là sur de votre groupement du sujet carbone. Ou de ta future boîte, la sœur grande ou petite de Vintage Rise dont on parlera tout à l'heure. Pourquoi pas. Avec des œillères, avec passion mais pas avec des œillères. C'est beau. Je suis en train de me dire que, mais j'oublie son nom et ça m'emmerde. Matt a reçu sur GDIY Génération Do It Yourself. Voyageurs du monde, non ? Alors, Voyageurs du monde, donc ça, je pense que déjà, il y a certainement des beaux liens à faire. Si tu cherches alors, c'est un super épisode avec Jean-François Rial. Mais surtout, un mec, putain, c'est moi qui lui ai proposé en plus, son nom m'échappe maintenant, mais qui était jury dans Qui veut être mon associé. Ça va me revenir. Ouais, je vais te lancer sur une longue question, comme ça je pourrais faire mes petites recherches. J'aimerais bien revenir sur le local. Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que c'est les mêmes clients ou des nouveaux clients. Moi, typiquement, je rêve de voyager loin, mais alors, tu vois, d'aller faire 10 jours au Rajasthan ou au Ladakh en Inde, en vintage, en Royal Enfield avec Vintage Rides. Il y a une question de moyens, parce que c'est un certain coût, certes, mais il y a aussi une question très pragmatique de ma chère et tendre et mes 2 filles. Bien sûr. Tu vas pas partir 15 jours. Et du coup, tu vois, un produit de 3 jours en Bourgogne ou je sais pas où à faire de la piste, dans le Beaujolais. Cool. Est-ce que c'est les mêmes clients ? Est-ce que c'est d'autres clients qui se reportent sur le voyage local ? En fait, il y a une partie de riders qui sont à peu près dans le même profil que ceux qu'on a d'habitude. Il y a aussi une partie qui est plus jeune, donc justement qui a moins ce sujet d'enfants où forcément c'est plus compliqué de partir 15 jours au bout du monde. Donc du coup, c'est les deux. Voilà, c'est vraiment les deux. Ça élargit notre cible potentiel et tant mieux. Et ça permet de faire connaître l'ADN de la boîte et notre concept de manière plus large. Ok. Et aujourd'hui, c'est 30% de ta clientèle sur des voyages. Alors, pas que l'académie, mais court et moyen courrier. Court et moyen courrier, c'est 30%, ouais. Ok. Il s'agit de Jean-Pierre Nadir. Oui, évidemment, c'est un épisode que j'ai adoré. J'avais recommandé à Matt de le rencontrer et effectivement, l'épisode est super. Et donc, c'était le fondateur de Easy Voyage, évidemment.
Et il a fondé, le nom de sa boîte m'échappe, mais qui est aussi... C'est Fairmove. Fairmove, voilà. Fair, F-A-I-R, donc un voyage fair. Équitable. Sur ce sujet de croissance, tu as développé le court et moyen courrier, le long courrier, tu as ouvert de nouvelles destinations. On est toujours sur une boîte très française. Tu te développes à l'international ? Oui, on se développe à l'international. Pardon, je parle de la clientèle. Oui, alors avant le Covid, on avait 30% de clients qui étaient non français. Donc on avait déjà vraiment amorcé le développement international de l'agence. On était en accélération sur le sujet. Maintenant, évidemment, le Covid nous a fortement ralenti. Pendant la crise du Covid, on a quasiment arrêté de communiquer à l'international. On a dû se recentrer sur nos fondamentaux, donc sur notre marché historique qui est le marché français, et gérer cette transition et cette crise. Et là, maintenant, on repart de l'avant. Donc sur cette question-là. Et l'un de tes leviers, c'est justement ce partenariat mondial avec Royal Enfield. Exactement. Donc là, on vient de signer fin juillet un partenariat culturel avec le siège de Royal Enfield en Inde pour 2 raisons. Partenariat culturel ? Ouais, pour 2 raisons. Alors pourquoi culturel ? C'est parce que la raison numéro 1 de ce partenariat, c'est que Royal Enfield est sensible à notre ADN, à notre mission, qui est faire de chacun un aventurier, à nos valeurs, la manière dont on présente finalement le voyage à moto, où la moto n'est pas une fin en soi, mais un moyen modeste, puisque les Royal Enfield sont des petites motos, un moyen modeste d'aller au contact des populations du bout du monde, de manière respectueuse, avec une notion de dépassement de soi, que ce soit technique, pour le côté... quand même, si tu regardes Ride to the Moon, notre film en Argentine, il y a des passages de sable, il y a des passages de gravier, ça peut être fatigant, etc. Donc une notion de dépassement de soi, technique, mais aussi un peu culturelle. Il y a beaucoup de Français ou d'Occidentaux ont peur d'aller dans un pays, par exemple, comme l'Inde. Se confronter aux épices, à la différence, aux odeurs, à ce monde qui est complètement différent. Donc on amène les gens là-dedans à se dépasser, mais évidemment on les accompagne. Donc voilà, le dépassement de soi, le partage avec les locaux, une forme d'authenticité. Et ça parle beaucoup à Royal Enfield en termes d'ADN. Et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu signer ce partenariat culturel. La deuxième raison, qui est beaucoup plus pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, Vintage, c'est le numéro 1 du voyage en Royal Enfield dans le monde, donc sur leur moto. Et ils souhaitent finalement accompagner notre internationalisation et porter indirectement notre message, notre mission à travers ce partenariat. Royal Enfield qui elle-même, alors une fois de plus, je découvre que c'est 1 million de motos, plus d'1 milliard de CA. Alors c'est peut-être une naine par rapport aux Yamaha et Suzuki de ce monde, mais c'est quand même beaucoup plus important que ce à quoi je m'attendais. 1 million de motos par an. Surtout que ça explose en Occident. Enfin, les Royal Enfield, chères auditrices, chers auditeurs, c'est ces motos qui ont l'air de vieilles motos des années 50, mais qui sont toujours, sur le modèle, la forme à celle-ci. Ils ont sorti une moto un peu plus sportive, la Continental GT, qui reste une petite moto, mais voilà, ça explose. J'en vois beaucoup à Paris. Ouais. Donc eux-mêmes sont dans une phase d'internationalisation. Absolument, ils internationalisent bien. Ils ont sorti un modèle un petit peu plus puissant que leur moto historique il y a peut-être 3-4 ans maintenant, qui s'appelle l'Interceptor, qui est idéal pour l'international. C'est une moto, moi, qui me plaît beaucoup parce que c'est à la fois, ça reste une petite moto. C'est une moto qui roule tranquille, donc on est je trouve dans une belle image de la moto. Déjà, c'est un bel objet. C'est une moto qui rappelle, comme tu l'as dit, les années 60-70. Et c'est une moto qui véhicule une belle image de notre passion, puisqu'on roule doucement, elle fait pas trop de bruit. Donc c'est respectueux. Et cette moto, en fait, elle est en plein dans la tendance du néo-rétro, et ça colle bien au développement du marché international. Donc oui, Royal, historiquement, les volumes de Royal, c'est avant tout les ventes en Inde, mais entre autres, grâce à cette moto, l'Interceptor, ils opèrent une vraie accélération sur les marchés internationaux. L'Interceptor et la Continental GT, ce sont 2 motos différentes ? C'est la même moto, il y en a une qui est un petit peu qui est préparée en café racer, c'est la Continental GT. Voilà, ça reste à peu près la même moto. Ok, je referme la parenthèse. Ils sont venus chercher ou tu es allé les chercher toi ? Ah, moi, ça fait 10 ans que je les cherche. Comment tu les as eus ? Non, en fait, si tu veux, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble en partenariat sur des projets isolés.
Donc, un des, peut-être pas le premier, mais le plus beau projet qu'on a fait avec Royal Enfield, c'était cette traversée en sidecar sur un lac gelé en Mongolie, qu'on a appelé la Frozen Ride. Avec Tesson, avec Sylvain Tesson. Hein. Il y a un film qui s'appelle La Voie des Glaces, qui a été réalisé par Clément Gargoulot sur cette aventure. C'était vraiment un beau moment, un beau voyage, de belles images. Et donc ça avait vraiment rapproché l'équipe marketing de Royal Enfield et Vintage. On avait déjà fait plein d'apéros en partenariat, etc. Le souci, c'est que tout ce qu'on faisait, c'était à chaque fois du one-shot. Et en fait, moi, je suis retourné les voir en disant, en fait, pour moi, c'est naturel ce partenariat, je le fais avec passion. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, ça me coûte plus de ressources de signer un deal au cas par cas que ce que ça me rapporte, quoi. Et donc, je leur ai dit, voilà, à un moment, si on veut continuer, il faut qu'on donne de la profondeur à ces relations. Et voilà, ça a enfin signé. Mais après, beaucoup de boulot, grâce à des personnes géniales en interne. Mais c'est vrai que quand tu travailles avec des grosses organisations comme ça, c'est challenging, ouais. Ouais, et c'est quoi l'apprentissage là pour nos chères auditrices et auditeurs? Tu vois, qu'est-ce que ton conseil après ce bel accomplissement qui est de signer un partenaire avec toi qui est un petit acteur représentatif pour eux et eux qui est une grosse boîte. C'est quoi ton apprentissage, tes conseils? Je trouve que c'est dur de donner un conseil hors de contexte, tu vois, parce que ça dépend vachement de l'enjeu de chacun. À titre perso, l'apprentissage que j'en ai tiré, c'est qu'il faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher, tu vois. Avec un peu d'abstraction et de prise de hauteur, c'est aller solidifier une relation avec un fournisseur, en fait. La base du voyage, c'est la moto, et la moto, c'est une Royal Enfield, donc autant l'ancrer dans le temps. Donc tu vois, peut-être que l'apprentissage, il est là aussi. Et surtout, l'autre apprentissage, c'est que c'est faisable. Ouais. Non, mais c'est clair. Ça, c'est top. Mais tu vois, c'est difficile à dire si quand j'ai commencé à bosser avec eux et à tisser des relations, j'avais su que ça mettrait 10 ans pour signer un partenariat. Est-ce que je me serais accroché comme ça sur la durée? Honnêtement, je sais pas, tu vois, à part faire l'histoire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est fun. Enfin, en réalité, moi, ça m'amuse. Le fond des choses, c'est ça. C'est que ça me l'éclate d'aller les voir. Ils sont sympas. Moi, j'adore les Indiens. J'adore cette marque. Donc, en vrai, je pense que le vrai apprentissage, c'est que signer ce partenariat a beaucoup de sens parce que ça me fait plaisir de travailler sur ce partenariat et qu'en vrai, quand je travaille sur ce partenariat, je m'éclate. Et que j'aime bien les challenges. Ça a été un énorme challenge. Je suis content de l'avoir relevé. Ça, c'est vrai. Dans le fond, je pense que c'est ça le truc. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat? Ouais, peut-être, tu vois. Et c'est finalement une forme de passion. Il y a la passion du produit, mais il y a la passion de ce que tu fais au quotidien. Et ça, c'est le genre de truc que moi, j'adore faire. Et indirectement, la leçon aussi, c'est si aller signer un partenariat qui est extrêmement dur à signer, qui est tactique, mais qui ne va pas métamorphoser non plus ton business, ça te coûte beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'aimes pas, mais je ne suis pas sûr qu'il faille le faire. C'est ce que je dis souvent chez Cosa Vostra, c'est moi qui ai le mot final, c'est moi qui ai la clé de la porte lors des process de recrutement. Donc je passe le dernier entretien et c'est ce que je dis souvent. Je dis, on n'est pas une agence traditionnelle, on est une agence créée par des entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est quoi? C'est un mec qui voit des problèmes dans le monde comme des challenges, des opportunités, qui aime la difficulté et qui ne supporte pas qu'il y ait un pli sur le drap, quoi. Il y a forcément une solution, il faut le repasser. Et c'est ça qui nous éclate, et c'est du coup dans la difficulté et le challenge, pour le dire à la française, qu'on trouve du bonheur. Et c'est quoi? C'est parce que ça nous fait grandir, c'est le dépassement de soi, c'est aller un cran plus loin, et c'est des choses que tu n'auras pas dans un grand groupe parce que, je sais pas, tu as des budgets ou tu as des... tu vois, tu as des gens qui t'aident ou une personne spécialisée qui va... Voilà, là, il faut savoir sortir de sa zone de confort et c'est fun. Cool, félicitations pour ce beau partenariat. Merci. Et la légitimité surtout que ça te donne. Comment tu vas l'utiliser pour aller faire de la croissance à l'international? Enfin, du coup, ton levier, c'est quoi? En fait, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le contenu. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Royal est régulièrement partenaire de nos films. Aujourd'hui, on a vraiment décidé d'en faire au moins un par an. Et Royal sera un de nos partenaires pour la production de ce contenu. Ensuite, c'est le faire voir.
Donc ils vont être partenaires sur 10 apéros projections du film en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis par an. Donc ça fait 40 d'apéros de promotion de notre contenu. Avec des équipes de Vintage Rides, de VR. Avec des équipes de Vintage. Donc on est en partenariat là-dessus. Et ils vont aussi nous aider à faire voyager des journalistes français, allemands, anglais et américains sur nos voyages. C'est cool. Tu iras, toi? Alors, je peux pas aller sur tous les voyages presse. À tous les apéros et tous les voyages presse, c'est impossible. Non, mais chérie, je te jure, c'est pour le boulot. Ouais, c'est ça. Mais non, 3 jours à New York pour prendre des apéros avec des riders. Ouais. Fais-moi confiance, c'est nécessaire. Ouais, voilà. Puis là, il y a un petit sujet d'impact carbone. 3 jours à New York. Autant partir pour 15 jours, un beau voyage, ça a du sens. Autant pour 3 jours, c'est de plus en plus compliqué. Cool. Tu m'as interrogé avec ma casquette Cosa Vostra sur des questions tech. On n'a pas bossé ensemble, hein, full transparence. Mais tu as une refonte en cours? Ouais, on a une refonte du site en cours. Tu peux en parler? Ouais, ça vient de sortir. Pour nous, l'enjeu, c'était de passer en e-commerce et de le faire de manière rapide et itérative, en partant de la base et en avançant étape par étape. Et écoute, on a sorti notre site e-commerce, je crois, première semaine de septembre. Et dès la première semaine, on a eu des réservations en direct. Et c'est un gros pari pour nous parce que, alors même si le e-commerce aujourd'hui, je te dis c'est un gros pari, j'ai vraiment l'impression de passer pour, tu vois, surtout sur ton podcast. L'email, j'y crois. Ouais, c'est ça. Je crois que je peux arrêter la carte Internet, postale. ça va marcher. Ouais. Mais non, en vrai, c'était quand même pas si clair pour nous qu'un voyage, tu vois, à 3 000 euros, quand même technique, tu vois, au bout du monde, que quelqu'un soit capable de le réserver sans avoir eu quelqu'un au téléphone. Parce qu'avant, on faisait ce qu'on appelle du repo, donc Research Online, Purchase Offline, où on envoyait un lien de paiement digital, carte bleue, mais pour s'inscrire. Mais sur le site en direct, il n'y avait pas le lien. Et parce que voilà, on pensait que ce filtre était indispensable. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que certains peuvent réserver directement. Et du coup, le conseil, on le met juste après la réservation. C'est-à-dire qu'après, on fait un call de confirmation que notre rider a bien réservé le bon voyage qui correspond à son niveau, à ses attentes, etc. Confirmation, réassurance, il y a quoi d'autre dans ce call? C'est quoi la trame? Non, franchement, après, c'est assez spontané aussi. Hein, mais l'essentiel, c'est avant tout quand même technique. C'est-à-dire qu'on a envie d'être sûr que le rider a réservé le voyage qui correspond à ses attentes et à ses capacités. Donc, par exemple, tu réserves une transhimalaïenne où tu traverses la chaîne de l'Himalaya du sud vers le nord, où tu peux avoir des éboulements. Il est quand même fort probable qu'à un moment ou à un autre, il y ait des gros imprévus sur le voyage. Donc, tu vois, des gros changements d'itinéraire, etc. Ou l'étape qui est censée durer 6 heures qui va en durer 12 parce que on a traversé une rivière incroyable, on a limite dû porter les motos. Donc il faut être sûr que la personne qui a réservé ce voyage est consciente de ça, que quand tu dors à 4005, tu manques un peu d'oxygène, quoi. Tu manques un peu d'oxygène, il y a un sujet de mal d'altitude, mais il y a aussi un sujet de douche, donc t'as pas la douche chaude, et potentiellement le confort de camp, ce sera pas celui que t'as à New Delhi où on les met dans un hôtel 5 étoiles. Tu vois, pour se reposer et se ressourcer, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est de créer un contact humain avec notre communauté. C'est aussi quelque chose de très important pour nous. On est avant tout des passionnés. Donc, on en parlait pour le recrutement, pour l'équipe. Mais c'est aussi et encore plus vrai avec notre communauté de riders. On est tous une petite famille de passionnés. Raconte-moi ta refonte. Comment est-ce que tu l'as géré Alors en fait, moi je travaille beaucoup avec un freelance qui s'appelle Antoine Marchal, qui chapeaute tous mes projets e-commerce. C'est un pro du tourisme, mais qui a la bosse du digital. Et je lui délègue ça en grande partie. Je marche vraiment en toute confiance avec lui. Et il a fait un RFQ, comme on dit, quoi. Il a contacté quelques agences et un développeur freelance, en fait, quoi, qui est dans une boîte, mais bon, ça revient à un développeur freelance à la journée. Et il y a eu un super fit, en fait, avec ce CTO externe. Et ils ont, à deux, co-développé la refonte. De A à Z. De A à Z. Ok. Tu as rencontré des frictions, ils ont rencontré des problèmes?
Ils m'en ont pas parlé. Non, honnêtement, ça a été top. Ça a été top. Ça a super bien avancé. Et il y a un troisième acteur d'ailleurs là-dedans, qui est Florent, c'est un ancien de Vintage, qui était directeur des opérations chez nous, qui s'est passionné pour Zoho, qui est notre système back-office, quoi. Et du coup, ils ont dû tous les trois en fait calibrer leur travail pour lancer la nouvelle UX. Lancer l'interface e-commerce et le plugger sur Zoho, notre back-office. Et ça s'est bien passé. Mais alors, du coup, tu as le. Alors, Zoho, pardon, chers auditrices, chers auditeurs, c'est un Salesforce indien. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, je l'ai résumé vraiment très vite. Mais il y a du CRM, il y a du project management, il y a de la facture, il y a plein de choses, plein de petites briques. Vous connaissez forcément, et si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. C'est pas forcément beau, mais ça marche bien. C'est ça solide. marche. Nous, on l'utilise sur certaines briques, c'est bien. Zoho. Je vais me faire attaquer par Salesforce ? Non. J'espère pas. Ce serait un problème de riche. Attaquez-moi. Tant que le podcast n'est pas sponsorisé par Salesforce, non, mais en plus, on est client Salesforce sur d'autres briques. Okay. Notamment Slack, d'ailleurs. On a tendance à l'oublier, mais Slack a été racheté par Salesforce. Ah ouais. Nous, on utilise Slack aussi. Et ben, donc, tu vois, clients, voilà. On utilise Slack aussi. Il y a un front, il y a Zoho. Est-ce qu'il y a aussi un back sur le site ? En fait, c'est WordPress. On a conclu que, vu notre volume de transactions, il n'y avait pas forcément besoin de faire autre chose que du WordPress, qui était une vraie question. Hein. Et puis en plus, toi, c'est ton métier, c'est pas du tout le mien. Quand tu rentres là-dedans, t'entends tout et rien. Tout et son contraire. Tout et son contraire. Alors, il faut Shopify, alors pourquoi Shopify ? Et puis, il faut PrestaShop, alors pourquoi PrestaShop ? Et en fait, c'est souvent parce que celui qui t'en parle aime bien cette techno. Non, mais c'est ça, et donc, c'est hyper compliqué de faire des choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai délégué ce choix. et franchement, non, écoute, je pense qu'au final, c'est plus une question d'homme qu'une question de tech, en fait. Ce que moi, je réalise sur ce projet-là, c'est que ce qui est fondamental, c'est le project management, qui est ce qu'on sous-estime de manière colossale. C'est la définition des besoins. Et en vrai, quand je regarde le nombre de jours passés par le CTO, par le développeur / chef de projet Zoho, et mon chef de projet global qui fait les cahiers de recettes, qui a fait l'UX aussi, mais qui a vraiment planifié, suivi le sujet, en fait, tu as autant de jours de boulot, voire plus, sur le coordinateur. Et je pense que c'est ça, moi, comme tout le monde, en vrai, des projets tech, j'en fais depuis 15 ans, puisque j'ai une boîte depuis 15 ans. On a essayé de développer nos CRM, on s'est planté, il y a des trucs qui ont plus ou moins marché, puis on a changé, puis tu vois, donc à notre petite échelle, on a quand même, on s'est quand même pas mal planté sur les sujets tech. Et là, c'est plutôt un succès. Et ma conclusion, c'est vraiment, c'est au moins 50% du temps en définition des besoins. Après, l'exécution, si les gens sont bons, il n'y a pas de raison. Et je pense que globalement, les gens sont globalement bons en exécution. Par contre, je pense que de bien calibrer les besoins, c'est rarement bien fait. Hein. Non, mais merci, parce que tu prêches un convaincu. Et on a souvent besoin quand même de faire un peu d'éducation de nos partenaires, nos clients, sur le sujet. Tu appliques souvent un taux de gestion de projet qui est fonction du taux de prod. UX, UI, design sprint, design thinking, dev, évidemment. Et tu as souvent une réaction qui est « Non mais attendez, vous m'avez mis, 25-30% de gestion de projet, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, tout est dans la conception et la réflexion et l'organisation des équipes. Et que pour un jour de dev, tu peux avoir 3 jours de... j'exagère. Mais pour un jour de dev, tu peux avoir plusieurs réunions de réflexion, d'échange, de challenge sur certains sujets. Non, c'est important. Effectivement, et un projet bien conçu où tu as les bonnes équipes en gestion de projet, en direction de projet, tu gagnes tellement de temps sur la suite, quoi. Ça, j'en suis convaincu. Et donc là, de ce que j'entends dans ton commentaire, c'est, je pense, beaucoup gestion de projet interne, et ce qui doit être fondamental. Mais moi, je vois aussi la gestion de projet, entre guillemets, externe avec le client. Et ça me semble être... je pense que c'est extrêmement compliqué parce que souvent, en tant que client, on n'a pas les codes, les clés, le temps pour bien transmettre ce qu'on veut. Et j'imagine que l'agence ne peut pas l'inventer non plus. Et nous, c'est là où on a beaucoup de chance, c'est qu'Antoine, c'est comme si Antoine, il fait partie de l'équipe. Tu as choisi quelle plateforme pour le paiement ? Alors, en paiement, c'est Stripe. Ouais. Et devant, on a un WooCommerce. Ouais, donc WooCommerce pour le... Ouais. Donc, je vois bien que tu as bien fait de confier
Donc WooCommerce pour le CMS Content, qui va gérer donc les pages des voyages, les articles et puis le front. Alors, ça c'est. Alors moi, là, tu vois, tu dépenses à mon niveau de compétence. C'est un mix entre WordPress et e-commerce, quoi. Mais donc en gros, tout ce qui est contenu du site, c'est sur WordPress. Bien sûr. Et après, il y a une passerelle, mais la base de données. Donc la base de voyage, les prix, etc. Tout ça, c'est dans Zoho. C'est là que je voulais en venir. Donc c'est tu utilises l'API de Zoho avec ton catalogue en fait, exactement. qui va alimenter le WooCommerce, le WooCommerce et WordPress parce que c'est un tu gères le front. Ok, intéressant. Et tu vois, du coup, aujourd'hui, c'était un des challenges de la V1. Je peux regarder, je sais pas si ça va marcher en direct, mais en théorie, tu vois, j'ai mon remplissage, j'ai mes dates de départ avec mon remplissage en direct qui est visible sur mon site. Et ça, c'est possible que parce que mon Zoho pousse l'information dans mon WordPress, quoi. T'as un dev Zoho ? Ouais. Ok, hyper intéressant. Je vais creuser le sujet. On verra si... Chères auditrices, chers auditeurs, d'ailleurs, si l'un d'entre vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui est un peu tech et qui a un e-com basé sur Zoho, je serais heureux de creuser le sujet. Déjà avec nous, si tu veux. Pas déjà avec toi, mais du coup, je vais inviter ton... mon partenaire, bien sûr. Partenaire. Cool. Écoute, c'est top de te recevoir. Ça va ? Je t'ai pas posé la question. Ah bah ouais, et toi ? Vintage Rides, ça va ? Vintage Rides, Vintage Rides, ça va bien. Bah alors, en fait, si tu veux, on a vécu un pivot colossal en 2 ans. Il était prévu que ce soit colossal avant le Covid, parce qu'en fait, passer d'une entreprise de 40 personnes en Inde en 1 an à une entreprise de 15 personnes à Lyon et 12 personnes en Inde, c'était déjà un pivot hyper important. Au final, aujourd'hui, on est 15 personnes à Lyon et on a énormément travaillé sur nos process et l'organisation de notre base de partenaires freelance pour que justement notre écosystème fonctionne avec les nouvelles organisations. En plus de ça, il y a eu le Covid, donc ça a été extrêmement challenging. Aujourd'hui, on est encore à moins 20% en vente versus 2019. Donc l'impact a été fort, en grande partie parce que l'Asie met du temps à repartir. Donc forcément, c'est un challenge. On a une baisse encore plus faible au niveau de la marge brute, encore plus importante, au niveau de la marge brute, puisque le court courrier et le moyen courrier, c'est des paniers qui sont plus faibles que le long courrier. Donc on a quand même on a encore un impact fort des conséquences du Covid et du ralentissement de l'Asie sur notre activité. Ceci étant dit, dans le cadre de la réorganisation, à cause du Covid, parce que c'était pas prévu de baisser nos coûts, on a en gros divisé par 2 nos coûts de fonctionnement. Et du coup, on schématise un peu parce qu'il y a des hauts, des bas, etc. Mais du coup, on arrive à l'équilibre financier en fin d'année, on va même sans doute un petit peu profitable. Et ça, c'est déjà, je pense, une grande victoire. Moi, tu vois, je suis un entrepreneur protestant, alsacien. Donc j'ai une forme de rigueur dans la gestion des chiffres de la boîte. J'ai jamais dépensé les avances de mes riders. C'est-à-dire que les avances qu'ils font pour réserver un voyage, il faut savoir que légalement, c'est une dette, c'est de leur argent. Moi, j'ai des garanties perso en tant qu'agent de voyage sur le fait de devoir leur rembourser en cas de problème. J'ai jamais touché à cet argent. Et aujourd'hui, malgré la crise, cet argent est toujours sur le compte nickel. Et le PGE qu'on a pris, on l'a quasiment pas touché non plus. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Une boîte bien gérée. La boîte est en bon état malgré la crise qu'on a traversée pour pouvoir repartir, tu vois. De manière agressive en développement. Maintenant, je t'ai donné les chiffres en introduction. Non, tu me les as donnés en off. Alors là, tu viens de les rappeler. Je viens de te les donner. C'est donc moins 20, tu vois, en vente. Ouais. Par rapport à avant la crise. Par rapport à avant la crise, encore moins en marge brute. Ouais. Et malgré ça, on est on va être profitable en fin d'année a priori, en tout cas à l'équilibre. Donc on a vécu une transition qui était rock'n'roll, c'est clair. Ça a été dur. Ouais, ça a été super dur. Non, mais personnellement, humainement. Humainement, c'était très dur. Tu vois, je pense que j'avais moins de poils blancs dans la barbe avant le Covid. Non, humainement, ça a été très difficile. Déjà parce qu'il a fallu se séparer de beaucoup de gens qui ont été, tu vois, géniaux. Alors, on avait déjà pris une décision forte qui était de pivoter la boîte de
de New Delhi à Lyon. Mais disons que c'était une transition douce. Là, t'as augmenté les coûts. Hein. Alors, oui et non, parce que l'objectif de la transition de New Delhi à Lyon, c'était aussi de faire des gains de productivité et d'être plus efficace en termes d'organisation. Et donc, c'était déjà un sacré challenge. Sur le plan humain, puisque c'était ta question, c'était déjà pas facile comme décision, mais c'était une décision une transition douce qu'on allait faire sur 1 an et demi, et on gardait une partie des équipes en Inde, etc. Donc là, c'est sûr que qu'à un moment, on est passé à 6 personnes au cœur de la crise du Covid, ça a été extrêmement difficile. C'était très difficile parce qu'on a dû se séparer de gens géniaux qui avaient beaucoup donné et qui étaient attachés à l'entreprise. Et ça a été difficile parce que on portait toute la réorganisation avec très peu de gens et des gens qui n'avaient pas forcément les connaissances, l'expérience de la boîte et qui étaient affectés par la crise. Quoi. Le travel long courrier, ça a été très violent. Quoi, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est sorti du Covid, etc. Parce je pense qu'on passe vite à autre chose, et tant mieux. Maintenant, tu vois, en février, moi, je faisais encore moins 92%. C'est énorme. Moins 92% par rapport à 2019, hein, c'est ça ? Ouais, par rapport à 2019, par rapport à février 2020. Février 2020. Oui. Parce qu'en fait, janvier-février 2020, on avait cartonné. Ouais. C'est chaud. Mais bon, une boîte saine, ce qui permet de repartir, de rebondir. Ouais. En 2 roues motorisées ou non ? Alors en 2 roues. T'as vu cette transition ? Ouais. En 2 roues motorisées principalement. Après, c'est vrai j'ai un nouveau projet avec Guillaume Esco, qui est un mec top, qui a bossé avec moi pendant 7 ans. Et qui a été manager des ventes et puis responsable de zone sur l'Inde, et qui m'avait toujours fait part de son envie d'entreprendre. Et quand il m'a dit en fait que voilà, là, il voulait un peu tourner la page de Vintage, éventuellement monter un projet, je lui ai dit écoute, moi j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment, j'ai pas le temps de le monter et j'adorerais qu'on continue à avancer ensemble. Donc on est en train de réfléchir à un nouveau concept, donc c'est vraiment tout frais. Et notre souhait, c'est d'offrir autant des voyages à moto pour des motards qui ont leur propre moto en France, principalement sur les chemins de France et d'Europe, parce que c'est assez difficile d'accès, il faut vraiment savoir où aller. T'as dit moto, hein. Ouais, okay, donc moto, ouais. Que à vélo. Okay. En fait, notre idée, c'est de rapprocher un petit peu, à travers ces voyages-là, le monde de la moto et du vélo. Guillaume, lui, il est passionné de vélo, passionné de moto, et on a envie de rapprocher un petit peu ces deux univers, en travaillant sur déjà de vraiment produit, la technicité d'organiser des voyages sur des chemins qui sont pas forcément connus, toute la légalité, etc. Et puis derrière, voilà, de travailler sur des valeurs qui nous sont chères, tu vois, la convivialité, le respect. Pour nous, c'est vrai qu'il y a une question, pour moi en tout cas, qui est vachement importante. Moi, je suis moins passionné de vélo que Guillaume, même si j'aime bien le vélo. C'est de rapprocher des communautés qui parfois se regardent un peu de travers. Les motards en général ont rien contre les cyclistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que les cyclistes sur les chemins en veulent aux motards, sauf que ce qu'on voit derrière, c'est que les marcheurs en veulent aux cyclistes, les paysans en veulent aux marcheurs, etc., etc. Je trouve qu'on est dans un monde qui bouge, un monde un peu violent aujourd'hui, avec la crise qu'on a traversée avec le Covid, la guerre en Ukraine, etc., qui fait beaucoup bouger les mentalités. Il y a beaucoup d'antagonisme que je trouve très fort. Et je pense qu'il faut apporter un petit peu plus de respect mutuel dans tout ça. Donc on va essayer de créer notre boîte autour de ça. En tout cas, du respect, de pratiquer nos passions, mais avec respect pour tous. Local, moyen courrier, international. Ça va être principalement français européen en termes de voyage. Mais lui, si j'en crois son LinkedIn, Guillaume, il est basé à... non, il est rentré à Lyon. Il a été en Inde pendant de nombreuses années avec nous, okay. et aujourd'hui il est basé à Lyon. Je pense que c'est tellement d'actualité. Alors j'adore ta mission et ta promesse et la flamme derrière ce projet. Je pense qu'en plus, il y a une notion de temporalité qui est exceptionnelle. Enfin, on prenait un café tout à l'heure avec Alex et on en discutait, mais moi, autour de moi, il y a je sais plus, 2-3 couples qui ont acheté récemment des vélo cargo, en se disant c'est pratique pour les enfants à l'école, mais on partira un week-end aussi avec. Ouais. Et en vrai... moi, je connais pas les pistes, je connais pas les pistes cyclables. Alors, je peux m'enseigner évidemment, mais j'avoue que pour un urbain bobo français, j'allais dire parisien, mais il y a ça dans toutes les villes, qu'on me propose en
tu vois, en tout compris, d'aller me balader dans les forêts, sur des chemins carrossables, évidemment. J'ai pas envie de faire de 4x4 de VTT avec mes gamins ou ma femme. Et puis des belles haltes dans des coins sympas. Bah écoute, on va y travailler. On est vraiment en construction, donc tu vois, je te parle de ça. T'as besoin de quoi t'as quoi entre 5 et 10 000 personnes là qui t'écoutent. Allez, j'exagère, entre 4 et 8 000, je suis un peu marseillais. D'accord, ok. Donc je sais que c'est du simple au double, mais vous êtes, chers auditrices, chers auditeurs, environ entre 4 et 8 000 à écouter chaque épisode unique. Honnêtement, ce dont on a besoin, c'est échanger avec des gens qui peuvent être intéressés par des voyages sur les chemins, soit avec leur propre moto, soit à vélo, et notamment en vélo électrique. L'idée, à la base, c'est de plus de partir sur vraiment du chemin que de la piste cyclable, pour apporter un peu ce qu'on aime nous, partir en forêt, partir dans des endroits qu'on n'aurait pas forcément découvert tout seul, sachant que la problématique du chemin, c'est que si tu t'y aventures seul, avec ta moto ou avec ton vélo, tu ne sais pas à quel point il va être difficile. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc nous, notre cœur de métier, ça va être vraiment de repérer ces itinéraires et de proposer des itinéraires vraiment accessibles pour que un maximum de gens puissent partir à l'aventure en toute sécurité. Cool. Alex, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps. C'était cool de te revoir. Tu hésitais à revenir. Alors ça fait quelques mois que je te propose un catch-up. Tu me disais non, je pense que ce qui m'a décidé, c'est quand un jour je t'ai écouté sur un autre épisode et puis tu dis les entrepreneurs viennent pas témoigner quand tout n'est pas rose, et quelquefois ce serait bien qu'il y en ait qui viennent dans ce contexte-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, je pense qu'on a plein de bonnes choses. Tu vois, c'est vrai qu'au final, en parlant avec toi, je m'aperçois qu'il y a énormément de bons signaux. Maintenant, c'est vrai que venir témoigner dans un contexte où on est encore à -20 en termes de vente, c'est pas forcément le moment où on a envie de parler de son business, le plus naturellement possible. Et je me suis dit finalement allons-y, c'est cool, déjà parce qu'on passe un bon moment, et puis peut-être que ça peut faire écho chez d'autres entrepreneurs qui ont aussi traversé des périodes difficiles. Donc si ça peut apporter un petit peu de recul, c'est top. Et puis voilà, s'il y en a d'autres qui sont parfois comme ça en galère, on peut discuter. Chers auditrices, chers auditeurs, vous retrouverez Alexandre Zurcher, Z-U-R-C-H-E-R, sur LinkedIn. Si vous avez besoin de partager les up and downs, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis n'hésitez pas à contacter Alexandre sur LinkedIn. Merci encore infiniment pour ton temps. C'était cool. Merci Laurent, c'était super sympa. Merci pour ton accueil. Et je vous dis à tous et à toutes, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max, et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.